Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes zones climatiques. On va commencer par définir ce qu'est le climat, puis on va s'interroger sur la répartition des climats à l'échelle du monde, et puis alors on verra les caractéristiques de chacun des climats et leur localisation. Alors justement, si on doit définir le climat, ça sera finalement la description des caractéristiques atmosphériques d'un lieu au cours d'un cycle saisonnier, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en termes de température, en termes de précipitation sur l'ensemble de l'année, alors que le temps, ça va être une notion qui va, elle, s'assimiler un petit peu à la météo, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui se passe en termes de précipitation, en termes de vent, en termes de température, c'est sur une période beaucoup plus courte. Il existe une multitude de manières de classifier les climats. Ici, la classification que je vous propose dans le cadre de ce cours-ci est la classification du climatologue Köppen. Ici, on travaillera avec une classification simplifiée. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir décrire en fait la répartition des climats à l'échelle du monde, de prendre du recul et de se dire, bah tiens, comment à l'échelle du monde les climats se répartissent. On va se rendre compte que les climats se répartissent selon la latitude, d'accord, donc en formant des bandes qui vont en réalité être symétriques par rapport à l'équateur. Si on schématise grossièrement ces bandes, on voit effectivement qu'on a une première bande centrale qui correspond à la zone coloriée en noir dans la carte, puis une deuxième bande qui correspond à la zone coloriée en gris foncé, etc. Et donc, en fait, on va se rendre compte vraiment qu'on est dans une configuration symétrique par rapport à l'équateur. C'est ce qu'on va appeler la répartition zonale des climats en zones selon la latitude. Quand on regarde bien la carte, on se rend compte que cette répartition en bandes selon la latitude, elle est visible, mais elle n'est pas parfaite. On voit qu'il y a quand même toute une série d'irrégularités. On ne voit pas les belles bandes comme dans l'animation que je viens de vous montrer. Car à ce que je viens d'appeler la répartition zonale, va se superposer ce qu'on appelle la répartition azonale, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont venir perturber cette belle répartition zonale des climats. Alors, dans ces éléments qui viennent perturber cette répartition zonale des climats en bandes, on va en pointer 4 principaux, donc les courants marins, la continentalité, les vents dominants et les reliefs montagneux. Ces 4 éléments vont constituer ce qu'on appelle la répartition azonale des climats, c'est-à-dire ce qui vient se superposer à la répartition zonale des climats et perturber cette répartition en bandes selon la latitude. Le premier élément perturbateur, c'est les courants marins. Donc, par exemple, le Gulf Stream, il achemine de la chaleur depuis le golfe du Mexique jusqu'à l'Europe, alors que nous devrions avoir un climat similaire à celui du Québec, du Canada. En réalité, nous avons un climat beaucoup plus chaud. Le deuxième élément, c'est la continentalité, c'est-à-dire l'éloignement par rapport à la mer. On va se rendre compte que l'éloignement par rapport à la mer va jouer sur le climat, car les climats qui seront éloignés des côtes seront des climats qui seront moins pluvieux et qui seront plus contrastés, c'est-à-dire avec des étés qui seront plus chauds et des hivers qui seront plus froids. Cela s'explique par la chaleur spécifique de l'eau, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour réchauffer ou refroidir un volume d'eau, d'air, de fer. D'accord ? On se rend compte que dans le cas de l'eau, il faut 4 fois plus d'énergie pour réchauffer un volume d'eau que pour réchauffer le même volume d'air. Et donc l'été, il y a une partie de cette chaleur qui sera absorbée par la mer dans les régions qui sont côtières et qui donc ne va pas réchauffer l'air, et donc il fera que les étés seront moins chauds à proximité des côtes, et de la même façon, le même mécanisme sera observable en hiver où l'eau va restituer une partie de la chaleur et va adoucir l'hiver et le rendre moins rude. Le troisième élément qui vient perturber cette répartition zonale des climats sont les vents. Donc les vents vont apporter de l'air chaud, de l'air froid, des précipitations. À titre d'exemple, je vous montre ce qui se passe dans la zone intertropicale sur le continent sud-américain. On se
rend compte que dans la partie est qui bénéficie des vents, on a un climat qui est humide, alors que dans la partie ouest qui ne bénéficie pas de ces vents parce qu'ils sont bloqués par la cordillère des Andes, ben on est en face d'un climat extrêmement aride. Le dernier point, c'est l'altitude. On sait bien que les reliefs perturbent les climats, notamment parce que plus on va monter en altitude, plus la température diminue. Donc dans la première couche de l'atmosphère, dans les 10 premiers kilomètres, on va observer que cette diminution va correspondre à, d'une manière générale, moins 0,6 degrés tous les 100 mètres. Elle va aussi, comme je viens de l'expliquer avec la cordillère des Andes, modifier la quantité de précipitations selon la direction des vents. Alors, pour pouvoir caractériser les climats, on va utiliser des caractéristiques qui sont temporelles, donc relatives à la manière dont ils évoluent au cours de l'année, et relatives évidemment à où est-ce qu'ils se localisent sur la planète. Pour caractériser le climat de façon temporelle, donc de voir comment est-ce qu'il évolue sur un cycle saisonnier, on va utiliser un outil que vous connaissez bien, c'est-à-dire le diagramme ombrothermique. Pour rappel, le diagramme ombrothermique, c'est un diagramme qui va reprendre pour chacun des mois de l'année les valeurs de température moyenne et de précipitation totale, donc le tout sur un même graphique. Les températures moyennes seront présentées sur la courbe et les précipitations totales seront représentées par des bâtons. Comme moyen mnémotechnique, je vous propose de retenir température, courbure, précipitation, bâton. Alors, il y a évidemment un intérêt à avoir les températures et les précipitations sur le même graphique. L'intérêt, c'est de pouvoir cerner les périodes où il y a un manque d'eau. Et ce manque d'eau, il va être en fonction de la température. On imagine bien que lorsqu'il fait très chaud, les végétaux vont avoir besoin de plus d'eau que lorsqu'il fait plus froid. Et donc, les études ont montré qu'il y a bien sécheresse, c'est-à-dire un stress de la part des végétaux, une incapacité finalement de faire correctement sa photosynthèse et de grandir correctement, lorsque le total des précipitations exprimées en millimètres est inférieur à la moitié de la température moyenne exprimée en degrés Celsius. Donc, ça veut dire qu'il faut que les précipitations soient égale ou supérieure à 2 fois les températures. Ça, c'est une petite formule qui sert à déterminer la sécheresse. Et le diagramme ombrothermique, il a été construit en conséquence. Donc, on va voir que, par exemple, on va retrouver sur l'axe des températures un 20 et en face, on va retrouver un 40. Pourquoi est-ce qu'il y a cela? C'est pour pouvoir isoler les périodes de sécheresse. Donc, lorsque les bâtons sont sous la courbe, on est bien dans une période de sécheresse. La deuxième caractéristique, c'est une caractéristique spatiale et pour ça, pour savoir où se localise quel climat, on va évidemment utiliser des cartes. Alors le premier climat que je vais vous présenter, c'est le climat tropical humide ou équatorial. Ce sont des synonymes. Et là, on voit bien donc qu'on a une température qui est constante toute l'année. On a ce qu'on appelle une amplitude thermique qui est égale à 0. Alors l'amplitude thermique, c'est quoi? C'est la température maximale moins la température minimale. Et ici, comme la température est constante, la température maximale égale la température minimale. Donc l'amplitude thermique est bien égale à 0. L'amplitude thermique, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à caractériser les climats. De manière générale, la température moyenne dans un climat tropical humide est plutôt élevée, supérieure à 20 degrés. Et il n'y a pas de mois sec, il n'y a pas de mois où les bâtons sont sous la courbe, on le voit bien, on est en face d'un climat qui est humide. Alors, on le voit bien ici sur la carte, les zones où on retrouve ce climat tropical humide et équatorial sont bien logiquement des zones qui sont situées sur l'équateur. Le deuxième climat que nous allons étudier, c'est le climat tropical à saison contrastée ou climat de savane. Alors, c'est un climat qui va avoir une amplitude thermique qui va être faible, mais différente de 0. Alors ici, je vous montre un petit exemple où on peut la calculer aussi, l'amplitude thermique. On voit que la température minimale, elle vaut 20 degrés au mois de juillet, que la température maximale, elle est au mois de janvier et on est aux alentours de 27 degrés. Donc, ça veut dire qu'on aura une amplitude thermique de 27 moins 20, soit 7 degrés. Alors, dans ce type de climat, la température moyenne annuelle est aussi plutôt élevée, supérieure à 20 degrés.
on va avoir deux saisons, une saison qui va être chaude et humide et une saison qui va être un peu moins chaude et sèche. Ce qui va distinguer un climat dans la zone intertropicale d'un climat qui est dans une zone extratropicale, c'est bien que dans ce climat-ci, les mois où il fait le plus chaud sont les mois humides et les mois où il fait le plus froid sont les mois secs. Le troisième climat que nous allons étudier, c'est un climat désertique. C'est assez facile à reconnaître parce qu'on a un climat avec une grande majorité de mois secs. Ici, dans l'exemple, c'est carrément 12 mois secs. Tous les mois sont sous la courbe des températures. On a généralement une température moyenne plutôt élevée. Alors au niveau de la localisation, on voit bien que ce climat désertique est localisé dans les zones tropicales. C'est pas parfait, mais globalement, on est bien sur les tropiques pour les grands déserts de la planète. Alors ici, on va clairement sortir de la zone intertropicale pour passer à la zone extratropicale, donc en dehors des tropiques. Ici, on va retrouver donc un climat méditerranéen qui est un climat qui va comporter deux saisons. Une saison qui est chaude et sèche et une saison qui est douce. Donc douce, ça veut dire qu'il fait froid mais qu'il ne gèle pas, d'accord, et humide. On va avoir une amplitude thermique qui est un peu plus marquée que ce qu'on retrouvera dans les climats intertropicaux. Donc ici, on a une amplitude thermique qui est supérieure à 10 degrés. Alors, vous voyez bien sur la carte qu'on ne va pas retrouver uniquement un climat méditerranéen sur le pourtour du bassin méditerranéen, mais qu'il y a d'autres zones sur la planète qui bénéficient d'un climat méditerranéen. On remarque que ces zones sont systématiquement situées sur la façade ouest des continents à plus ou moins 40 degrés de latitude nord et sud. Le climat suivant est le climat que nous connaissons chez nous, c'est le climat tempéré océanique. C'est un climat qui ne connaît pas de mois secs. Donc, vous allez me dire que parfois, en Belgique, il y a quand même des mois secs. Ici, les données sur lesquelles on va travailler sont des données qui sont des moyennes sur 30 ans. Et lorsqu'on étudie les moyennes sur 30 ans, on remarque que dans un climat tempéré, il n'y a pas de mois secs parce que, en fait, une année qui sera sèche sera compensée par une autre année qui sera particulièrement humide. Donc, en fait, le fait que ce soit des moyennes font qu'on a des données qui sont plus lissées. Et donc, en Belgique, notamment, on ne retrouve pas de mois secs. L'amplitude thermique est également marquée, elle est supérieure à 10 degrés et la température moyenne annuelle est aux alentours de 10 degrés. C'est un climat qu'on va retrouver, donc vous voyez, ici en Europe de l'Ouest et puis dans quelques autres régions du monde situées à des latitudes similaires aux nôtres. Le climat suivant, c'est le climat tempéré continental. Donc là, c'est un climat qui va ressembler au climat tempéré océanique, mais le fait finalement de ne pas bénéficier de la proximité de la mer, ou en tout cas des vents qui ne permettent pas d'en bénéficier, va faire qu'on va être en face d'un climat qui sera un petit peu plus sec et plus contrasté que pour un climat tempéré océanique. Ici, les caractéristiques, c'est donc toujours pas de mois sec, une amplitude thermique marquée, des températures qui sont négatives certains mois, donc le climat est plus contrasté, donc plus rude l'hiver, et les températures moyennes sont légèrement plus basses que dans le cas d'un climat tempéré océanique. Le dernier climat dont je vais vous parler, c'est le climat polaire. Il va se caractériser par des températures qui seront négatives la grande majorité des mois de l'année, et donc forcément une température moyenne annuelle qui sera négative aussi. Il va aussi se caractériser par une amplitude thermique qui sera très marquée. Ici, vous pouvez voir que la température maximale qui a lieu au mois de juillet est d'environ 4 degrés. La température minimale qui est au mois de janvier, elle est de moins 31 degrés. Et donc, on va se retrouver avec une amplitude thermique de 35 degrés, soit 4 degrés moins 31 degrés, c'est-à-dire environ 35 degrés. Donc, on est vraiment avec un climat extrêmement contrasté, même si les températures sont négatives. Au niveau de sa localisation, c'est assez facile. On est évidemment à proximité des cercles polaires et donc dans des zones extrêmement froides.